des matières toxiques. La Régie des eaux a fait des prélèvements pour des études. Situation des diplomates à l'étranger, possible réduction au regroupement des ambassades et consulats. C'est l'une des recommandations de la commission mixte. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à toutes et à tous. Congo Airways se prononce favorablement sur les réductions des coûts des billets d'avion sur les réseaux domestiques. Vous le savez, le ministre de l'économie a pris un arrêté pour officialiser la nouvelle tarification. Sandra Nianguitabou et Dichalakata, la reportage. De 340 à 193 dollars américains pour Kinshasa-Lubumbashi, de même pour Kinshasa-Goma, de 250 dollars à 125 dollars américains pour Kinshasa-Mbujimai et de 195 dollars à 90 dollars pour Mbandaka-Kinshasa. Les itinéraires aériens en République démocratique du Congo connaissent une véritable révolution du juste prix. La nouvelle grille tarifaire signée le week-end dernier en présence du Premier ministre trouve déjà écho favorable au sein de la profession aéronautique. Les opérateurs du secteur se sont rangés derrière le gouvernement de la République, représenté par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Youma. Congo Airways est la première compagnie aérienne qui va pratiquer les nouveaux tarifs. Le nouveau directeur général de cette entreprise, Pascal Kassongo-Mouema, a pris la mesure de l'urgence qu'imposent ces mesures salutaires prises par la République en faveur de sa population. Nous sommes allés nous enquérir des orientations concernant une nouvelle politique tarifaire. Congo Airways est une compagnie nationale. Le mouvement des biens et des personnes est un vecteur de développement. Les léopards volants ne peut qu'être satisfait de la décision car elle va dans le sens du désenclavement et de la facilité de mobilité de notre peuple. Il n'y aura donc aucune excuse parce que la grille tarifaire telle que signée par le ministre de l'économie nationale est le résultat des négociations entre l'État congolais et les transporteurs aériens. Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC, des travaux se tiennent à Kinshasa grâce à l'organisation de la CNRF. Objectif, évaluer l'impact des crimes économiques. Reportage de Guy Matontou. La RDC, à l'instar d'autres pays du monde, mène une lutte acharnée contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le monde. La cellule nationale de renseignement financier s'y attelle. Dès l'entame de cet atelier, son secrétaire exécutif reconnaît les efforts nationaux consentis pour éradiquer ce mal. La mise en place de mesures de lutte contre ce fléau constitue non seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité économique et sécuritaire. Elle est essentielle à la protection de l'intégrité du tissu économique. Consciente de cette triste réalité, la République démocratique du Congo s'est dotée de la loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui définit les cadres juridiques permettant la prévention, la détection et, les cas échéants, la répression des activités, des actes constitutifs de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. La tutelle a recommandé aux participants des idées novatrices pour que le pays se mette aux standards internationaux. Le travail est le vôtre, la responsabilité est la vôtre. Les applaudissements que je viens d'entendre à la fin du discours du secrétaire exécutif, je les perçois davantage comme un engagement, une prise de responsabilité pour remédier à cette situation. Le secrétaire exécutif l'a dit, un cadre légal ne suffit pas. Il faut plus que cela, il faut un engagement politique. Ces travaux se poursuivront ce mardi et accoucheront des résolutions et recommandations qui seront soumises aux institutions nationales et sous-régionales. L'eau de la rivière Chikapa devient rougeâtre. Les cadavres des poissons flottent. La situation devient dangereuse. L'élu de Chikapa, Guy Mafuta, saisit le gouvernement. Sur place, il est interdit d'acheter du poisson venu de la rivière. Edi Chala, Bobo Mokonzi, reportage. La situation est tellement dramatique que le gouvernement provincial du Kasaï a interdit la consommation des poissons sur les marchés de Chikapa. La rivière du même nom est devenue rouge. Les poissons sont ramassés morts. L'eau de la rivière a changé de couleur. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, à Chikapa, on ne consomme plus de poissons. Il y a l'échantillon de cette eau-là qui a été amené à la régie des eaux pour étude. Qu'elle contient exactement cette eau-là qui vient de la rivière Chikapa en provenance de l'Angola. Inquiet, le député national Guy Mafuta Kabongo a saisi le gouvernement de la République. Même la province du Kouil est aussi touchée
Au niveau d'Ibayalouboué, nous avons appris que l'eau a également changé de coloration. C'est pourquoi nous avons saisi officiellement les autorités pour que sonnette d'alarme soit tirée, pour qu'il y ait une mission conjointe et mixte sur le terrain, qu'on arrive à déterminer les causes, qu'on arrive à évaluer le dégât et qu'on arrive aussi à apporter des solutions pour que cette population qui est déjà paupérisée puisse être épargnée d'un grand danger humanitaire. L'affaire est très sérieuse et mérite, n'est-ce pas, une sensibilisation tous azimuts. Cette situation paralyse l'activité économique au niveau local et insécurise la population sur les plans sanitaires. Ne laissez personne de côté. Les peuples autochtones sont célébrés aujourd'hui à travers le monde. En RDC, ces peuples appellent le gouvernement au respect des engagements pris pour promouvoir les autochtones. Néné Mainzana. Ne laissez personne de côté. Les peuples autochtones et l'appel pour un nouveau contrat social. L'ONU exige la participation et l'approbation des peuples autochtones dont la constitution d'un système présentant des avantages sociaux et économiques pour tous. En République démocratique du Congo, les organisations de la société civile environnementale et des peuples autochtones pygmées dont GTCR, REPALEF, DGPA, FIPAC et tant d'autres, tous avec un message clé, faire l'évaluation des engagements de l'État congolais vis-à-vis des peuples autochtones pygmées en RDC et bâtir une nouvelle alliance. La journée d'aujourd'hui est consacrée pour préparer la JIPA proprement dite. Nous allons organiser cette JIPA le 20. On a fait beaucoup d'analyses à notre niveau. Quand on voit les objectifs fixés par les Nations Unies par rapport à JIPA, c'était que les États devraient se réunir effectivement avec les autochtones pour faire l'évaluation. Et cette évaluation doit aller dans le sens de dire qu'est-ce que les États ont déjà fait en termes d'engagement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas encore changé? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Et ce n'est pas aux organisations autochtones d'organiser la JIPA, non, c'est aux États. Ces représentants et défenseurs des peuples autochtones pygmées plaident pour l'adoption, les votes et la promulgation de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées afin de mettre fin à toutes les formes de discrimination, d'exploitation, d'accaparement des terres et des massacres. Bilan de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, des audits sur la gestion financière ont fait des révélations sur des détournements, des contrôles sur les effectifs. Des hommes engagés réellement au combat ont prouvé tout le contraire. Une évaluation a été faite au niveau du gouvernement. Jojo Ndibou. L'évaluation de l'évolution de l'état de siège sur le plan sécuritaire, administratif et financier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri passait au peigne fin au cours de la séance de travail que le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga, a eu avec les deux gouverneurs militaires, Johnny Luboya et Constant Ndima. Cette séance de travail a permis au ministre de la Défense de faire un bilan en ces termes. En 2 mois, pratiquement d'opération, globalement, nous pouvons dire que le résultat est positif. Ce n'est pas encore achevé et tout ce que nous pouvons demander à la population, c'est de donner à l'armée le temps nécessaire pour achever le travail d'une situation qui est pourrie depuis 25 ans. La RDC en est à sa 5e prorogation consécutive de l'état de siège afin de permettre aux FARDC déjà engagés dans la dynamique de la victoire de poursuivre avec efficacité leurs opérations pour que la paix revienne définitivement dans les 2 provinces. Du point de vue de la population, il y a plusieurs opinions. Nous sommes dans la démocratie. Demandez par exemple aux habitants de Goma aujourd'hui, ils disent que depuis 1 mois, ils dorment maintenant tranquillement. C'est depuis le 30 avril dernier que le président de la République a décrété l'état de siège pour mettre fin à l'insécurité dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri où, selon les experts, sévissent 122 groupes armés. Un projet de modernisation des villages en RDC est en étude. La firme chinoise qui travaille sur le dossier a eu des échanges avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Pati Tondouango, reportage. La modernisation des 145 territoires de la République démocratique du Congo, les démarrages des travaux, c'est dans 2 mois. La délégation des investisseurs chinois qui va exécuter ces travaux a présenté au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge les différents projets de développement qu'elle compte réaliser en République démocratique du Congo pour accompagner les gouvernements. C'était lors de la rencontre de ce lundi à la primature en présence du ministre d'État au développement rural,
François Roubota. Greater Kingdom, venu de la Chine. Ils sont porteurs d'un message pour accompagner la République démocratique du Congo au regard de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans un programme qu'on appelle programme d'appui à la modernisation des villages. Ce programme contient beaucoup de projets. Il s'agit de la construction des logements sociaux, la construction des édifices, le centre de santé, les hôpitaux, les écoles, les infrastructures de base, ainsi compris les routes de desserte agricole et quelques voiries urbaines. Voilà un peu le contenu du message que la délégation chinoise est venue apporter à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Il a réagi positivement. Le financement viendra de banques chinoises au titre de prêt à la République démocratique du Congo. Mais le remboursement pourrait se faire par des infrastructures qui seront développées à travers tous les territoires. Les provinces de Tanganyika et du Congo central seront les premières à bénéficier de ces projets. L'intersyndicale de la fonction publique suspend l'enclenchement du mouvement de grève. Il n'y aura pas de bras de fer entre le gouvernement et le banc syndical. Les représentants des travailleurs ont été reçus par le chef du gouvernement. Enfin, le Premier ministre avec les syndicalistes de l'INAP, après un ultimatum de grève, soumettre au chef du gouvernement les doléances des agents et fonctionnaires de l'État, raison d'être de la rencontre entre Jean-Michel Samalukonde Kyenge et l'intersyndicale nationale de l'INAP. Ces fonctionnaires qui avaient déjà remis leur ultimatum de grève réclament entre autres l'amélioration de leurs conditions de travail. La réponse sage du chef de l'exécutif national a apaisé les esprits. Le Premier ministre, que nous remercions sincèrement, n'a pas voulu qu'on arrive à un bras de fer. Il nous a invités et nous venions d'échanger avec lui. Nous lui avons soumis tous les problèmes pratiquement des agents et il nous a demandé de lui donner le temps. Et nous aurons des réponses à travers la vice-primature de la fonction publique. Mais quant à la commission paritaire que les agents attendent, elle est prévue pour le mois de septembre, quitte à ce qu'on puisse mettre en place les mécanismes de sa convocation. La procédure que nous voulions enclencher est suspendue à cette promesse nous faite par le Premier ministre. Cette séance de travail s'est déroulée en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Assainissement de la diplomatie en RDC, possible réduction au regroupement des ambassades et consulats. Un rapport de la commission mixte a démontré l'appartenance inefficace du pays dans plusieurs organisations. Doris Mozotambo et Dichala. 14 résolutions ont été soumises à l'appréciation des ministres des Affaires étrangères, du Budget et des Finances par la commission mixte mise en place pour suivre la situation financière des missions diplomatiques et post-consulaires, ainsi que les paiements des contributions aux organisations internationales. Au terme de 5 semaines de travaux intenses, des solutions sur les arriérés de loyers, des salaires des diplomates et engagés locaux ont été proposées. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, entouré de ses collègues des finances et du budget, pense que la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne peut être réalisée qu'en pensant au social des agents de terrain. Nous avons décidé de mettre en place cette équipe pour les raisons suivantes. Le chef de l'État, chaque fois qu'il a eu à parler de la diplomatie de notre pays, que ce soit en termes d'affaires étrangères, de la coopération de la francophonie, il a toujours affirmé sa volonté de redorer le blason terni de notre pays à l'extérieur. Le président tient à réhabiliter les diplomates congolais. Il tient à mettre tous ceux qui travaillent en matière de relations extérieures dans des conditions de dignité, de motivation, de manière à ce qu'ils les rendent les meilleurs d'eux-mêmes. C'est un éclairci qui se présente pour le corps des diplomates congolais, très souvent en situation incommode avec la noblesse de leur mission. La responsable Afrique du PNUD est à Kinshasa. Demain, elle sera à Goma. Elle a eu des échanges avec le chef de la diplomatie congolaise sur le développement, Mamita Bangoulou.
La directrice régionale de l'Afrique du PNUD est arrivée à Kinshasa le dimanche 8 août 2021 par l'aéroport international de Njili pour une visite officielle de 5 jours en RDC. Ce lundi, Madame Aouna Aziokomwa, directrice régionale du bureau Afrique du PNUD, a rencontré le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Leurs échanges ont tourné autour du rôle joué par la RDC à la tête de l'Union africaine. La directrice régionale de l'Afrique du PNUD a saisi l'opportunité pour évoquer l'intégration régionale dans le secteur de la santé, précisément dans la lutte contre le Covid-19 et les possibilités de voir un grand nombre de personnes vaccinées. Elle a aussi parlé de l'agriculture, de l'électricité et de l'eau. Madame Aouna parle de l'appui du PNUD à la RDC pour atteindre ses objectifs. On parle des 17 objectifs que les Nations Unies travaillent pour la promotion de ces objectifs. Et je vous dis que c'est toute la famille des Nations Unies est impliquée, et plus particulièrement le PNUD. Le PNUD veille à ce que tous les liens soient assurés. Nous encourageons la mobilisation de ressources internes et l'utilisation judicieuse de ces ressources pour atteindre ces objectifs. Beaucoup d'autres secteurs sont concernés par l'appui du PNUD, notamment le social et la politique. Le sommet du G20 se tiendra au mois de novembre prochain en Italie. En prévision de cette grande rencontre, les travaux préparatoires ont notamment planché sur la valorisation de la recherche. Marie Kalong, reportage. L'identification des axes pouvant permettre au monde, particulièrement à l'Afrique, de faire une transformation numérique pour son développement durable a été évoquée à la rencontre des ministres du G20 à Trieste en Italie. La RDC, qui assure la présidence de l'Union africaine, y a été représentée par le ministre intérimaire du numérique Olivier Mwende-Mukaleng pour le compte du continent africain. À la restitution de ces travaux ce lundi 9 août 2021, Olivier Mwende-Mukaleng a indiqué qu'il s'agissait d'une rencontre préparatoire du sommet du G20 qui se tiendra prochainement au mois d'octobre 2021. La RDC cette année est allée représenter les intérêts de l'Union africaine. Celui-ci particulièrement touchait des questions sur l'économie et la gouvernance numérique. Le ministre intérimaire du numérique a profité de cette séance de restitution pour démontrer l'importance de l'économie numérique dans le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans le numérique. Pour bien gouverner, pour bien gérer, on a besoin de faire cette transition numérique. C'est une affirmation que l'Afrique, particulièrement la RDC, fait partie de cette transformation pour une meilleure gouvernance. Cet instant de restitution du ministre intérimaire du numérique a eu lieu à l'aéroport international de Njili. Les images de Kinshasa maintenant, des trottoirs transformés en étalage sur Place Victoire, des commerces envahissent les espaces réservés aux piétons, ils en ont ras-le-bol. Béatrice Chakwa a emprunté ses voies encombrées, voici son reportage. Tous les trottoirs réservés aux piétons dans ces deux communes de la capitale sont occupés par des vendeurs de divers articles qui étalent souvent à même le sol. Les piétons se promènent difficilement en se bousculant. En tout cas, ce trottoir a été construit pour le piéton et justement pour le bien de la population. Malheureusement, d'autres personnes les ont transformés en lieu de négoce. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres véhicules et taxis-motos qui tombent en panne à ces lieux créent encore plus de problèmes car les clients abandonnés en cours de route sont obligés d'emprunter aussi la chaussée avec tout ce que cela comporte comme risque. C'est vraiment traumatisant de marcher autour des véhicules au risque de connaître des accidents. La population s'insurge aussi contre les propriétaires des maisons à proximité des chaussées car ces derniers ont transformé les trottoirs réservés aux piétons en parking de leurs véhicules privés. Nous demandons à l'État de prendre des décisions pour que ces gens libèrent le trottoir qu'ils ont transformé en parking.
Nous souffrons beaucoup pour arriver sur Victoire. Il n'y a pas de trottoir pour piétons sur ce tronçon, c'est vraiment dur. Place Victoire, carrefour où transitent toutes les lignes de transport en commun, l'encombrement des trottoirs empêche la libre circulation. Les limites des routes ont disparu, des marchés pirates font la loi. Politique, l'UDPS affûte ses armes pour les prochaines échéances électorales. Le parti présidentiel, l'interfédéral du Grand Kivu et Grand Katanga était en matinée politique. Ricky Nzuziloya Mayawel. Le parti présidentiel se prépare pour ne plus faire des arrangements en 2023. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, attend obtenir déjà la majorité aux prochaines échéances électorales. L'heure est à la mobilisation. Ce message du secrétaire général Kabouya a été relayé par le secrétaire général adjoint en charge des questions politiques administratives. Deogracia Bizi Boubalola était face au cadre UDPS interfédéral du Grand Kivu et du Grand Katanga. Les préoccupations, c'est comment nous allons aux élections par rapport à 2023, comment donner au chef de l'État la majorité en 2023, et qu'il ne soit plus question d'aller négocier avec X, Y, Z, qui puisse conditionner le chef de l'État. C'est ça la préoccupation des combattants de l'UDPS que j'ai rencontrés ici. L'UDPS reste donc déterminé pour la majorité à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec 0 arrangement et à la conseillère du chef de l'État au Collège Culture et Arts d'appuyer. Nous sommes une famille politique, ainsi nous avons invité ces dignes fils de notre espace linguistique. La politique, c'est les rapports de force sur terrain. C'est ainsi que nous avons appelé pour certaines questions. Il y avait beaucoup de questions pendantes, mais aujourd'hui, avec sa présence, nous avons trouvé satisfaction à toutes ces questions. L'espace linguistique swahiliphone s'engage donc à bien préparer les élections futures en mettant à profit la langue, comme les Kiswahili dans les stratégies. Et pour terminer, Honoré Chamakwete a été mis en terre hier dimanche à la nécropole. Honoré, c'est l'étudiant de l'UNIKIN tué sauvagement par un policier. C'était le 24 juillet dernier. Il a eu droit à des hommages. Ce dimanche, Honoré Chamakwete va être conduit à sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel. La famille est en pleurs, la communauté estudiantine aussi. Au cours de la cérémonie funéraire, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, a fait une oraison funèbre pour rendre hommage à cet étudiant de 2e graduat, sciences de l'information et de la communication de l'université de Kinshasa, fauché malheureusement le 24 juillet dernier par ceux qui devaient lui apporter assistance en cas de besoin. Ceci ne devrait plus jamais se reproduire. Je suis venu personnellement ici par amour, mais aussi pour témoigner mon attachement à cette famille. Je voudrais donc au nom du gouvernement, au nom du président de la République Antoine Félix Tshilombo, au nom du Premier ministre qui m'a demandé de surveiller tout ce qui va se passer autour de cette affaire. Et à mon nom propre, je vais présenter mes condoléances à la famille de Honoré. Je vais présenter aussi mes condoléances à toute la communauté universitaire de l'UNIKIN. Et je vais présenter mes condoléances à la promotion qui a perdu l'un de ces vaillants garçons. Tous les témoignages que je viens de recevoir, je me vois à travers ces jeunes hommes. C'est pour cela que je crois que c'est inacceptable que des vies de jeunes soient fauchées par des gens mal formés. Parti d'un village perdu de la Lomami pour se construire une personnalité et inventer un avenir. Tragiquement, Chamakwete Honoré n'aura même pas eu le temps de finir un cycle d'études universitaires. Que des rêves brisés. Les bourreaux ont été condamnés à des peines capitales. Celui qui a appuyé sur la gâchette, lui, court toujours. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention à travers le monde. Je rappelle les principales informations. Congo